Mots parleurs, un podcast de lecture à voix haute à l'hôpital. Saison 3, épisode 11. On est dans les locaux de France Rhin, en Meurthe-et-Moselle, donc une association pour patients. Au sein de l'ALTIR, l'association lorraine de traitement de l'insuffisance rénale et du centre hospitalier universitaire de Nancy. Dans cet épisode, vous entendrez Alison, Audrey, Didier, Frédéric, Laetitia, Nathalie, Odile et Pierre. Il et elle se sont réunis au printemps 2025 lors de plusieurs ateliers animés par Didier Zanon afin de lire et commenter des extraits du livre Les mains du miracle de Joseph Kessel, paru aux éditions Gallimard. Ensemble, il et elle ont donné voix à cette œuvre. Mots parleurs est une série d'ateliers de lecture à voix haute avec la participation d'adolescents et d'adultes à l'hôpital partout en France. Pour cette 3e saison, le projet Mots parleurs fait entendre des œuvres de littérature en lien avec la thématique de la rencontre. Ce projet est une proposition originale du Centre national du livre, en partenariat avec le Centre hospitalier régional et universitaire de Nancy. L'atelier Mots parleurs, donc c'est un atelier de lecture à voix haute qu'on a proposé à plusieurs patients insuffisants rénaux. On s'est retrouvés à plusieurs reprises. Il y a eu la première séance, donc juste avec des professionnels, dont l'auteur Didier Zanon, qui est un auteur donc de livres pour la jeunesse, pour sélectionner. Il y avait 18 livres, il me semble. La deuxième séance s'est retrouvée avec les patients pour sélectionner donc un livre sur les 3 qui a été donc Les mains du miracle de Joseph Kessel. Et on a fait 4 séances où on s'est entraîné à lire à voix haute. On a parlé autour du livre pour finir donc sur cette séance d'enregistrement. Alors, bienvenue à tous aujourd'hui. On va, pour cet enregistrement de lecture, on se retrouve autour d'un roman de Joseph Kessel qui s'appelle Les mains du miracle. Alors, c'est un roman pas forcément très connu de Joseph Kessel, mais qui parle finalement d'un fait pas très connu lui non plus, qui raconte l'histoire de Félix Kersten, qui a été le masseur de Himmler, le célèbre et tristement célèbre SS du Troisième Reich, voilà. Donc, on va passer à la lecture. Je ne sais pas qui veut se lancer. Nathalie, donc page 57. Le 10 mars de l'année 1939, une belle automobile bourgeoise s'arrêta devant cette maison. Un chauffeur en livrée cossue descendit pour ouvrir la portière et s'effaça pour laisser le passage à un homme d'une 40aine d'années. Il était grand, corpulent, vêtu de bonne étoffe, mesuré dans ses mouvements, débonnaire de traits, rose de teint. Il attacha un instant ses yeux, dont le bleu tirait sur le violet, à la façade de l'immeuble, puis se dirigea sans hâte vers le porche d'entrée. Un soldat SS se porta à sa rencontre. « Que voulez-vous » demanda la sentinelle. « Voir le Reichsführer » dit tranquillement l'homme aux joues pleines et roses. « Le Reichsführer lui-même » ? Lui-même. Si le soldat fut surpris, il ne le montra pas. Il était dressé à ne rien laisser paraître de ce qu'il pouvait ressentir. Un lieutenant SS sortit précipitamment de l'immeuble. « Heil Hitler » dit l'officier en étendant le bras selon le rite du salut nazi. L'homme, aux joues roses et aux yeux bleus tirant sur le violet, souleva son chapeau avec une grande politesse et répondit « Bonjour, lieutenant ». Kersten, les mains dans les poches de son manteau de laine et son visage rond coiffé d'un chapeau de feutre, traversait, seul civil dans cette foule militaire, le hall du grand quartier SS. Il considérait avec étonnement les gardes partout répandus, la mitraillette au poing. « Faut-il tant d'armes pour la sécurité de Himmler ?» se demandait le docteur. Il ignorait encore à ce moment que l'immeuble était plein de prisonniers politiques. Il ignorait que, sous les dalles mêmes qu'il foulait de son pas calme et digne, les tortionnaires de la Gestapo procédaient dans les caves à des interrogatoires sans merci. Pourtant, il se surprit à songer « Voilà donc l'antre de la bête ». En même temps, il n'éprouvait aucune crainte. Il était homme de bon sens et de nerfs solides. Il savait que Himmler ne pouvait rien contre lui, et l'appareil de sa puissance n'éveillait dans l'esprit du docteur qu'une vague curiosité. « Comment va se passer cette entrevue ?» pensait-il.
Après quoi, l'aide de camp mena Kersten vers la porte à laquelle aboutissait le couloir. Il éleva la main pour frapper contre le bois sombre, mais avant qu'il eût achevé son geste, la porte s'ouvrit d'un coup et un homme en uniforme de général SS apparut dans l'embrasure. Il était petit, étroit d'épaules. Des lunettes à monture d'acier couvraient ses yeux d'un gris foncé. Il avait des pommettes saillantes, mongoles. C'était Himmler. Son visage, profondément creusé, avait un teint de cire et son corps chétif était crispé de convulsions qu'il ne parvenait pas à maîtriser. Il saisit d'une main moite, mince et osseuse, quoique assez belle, la main puissante et charnue de Kersten. Et il dit d'un trait, en l'attirant à l'intérieur de la pièce, « Merci d'être venu, docteur. J'ai beaucoup entendu parler de vous. » Merci Nathalie pour ta lecture. Je voulais te demander pourquoi tu as choisi précisément ce passage de la rencontre de Himmler et Kersten. En fait, cette session de lecture était, pour le thème, en fait, c'était la rencontre. Et moi, je trouve qu'il y a un contraste saisissant entre les deux hommes. Parce qu'on a un médecin qui est plutôt grand, il me dit qu'il a un visage débonnaire, donc bien, bon vivant. Et en fait, il y a un contraste saisissant avec un homme qui appartient au Troisième Reich, qui est plutôt barbare, sadique, et qui torture les gens, qui déclare, qui a donné des ordres de destruction massive, et qui en fait est tout petit, chétif, un peu laid, et qui en fait est torturé par la douleur quelque part. Et voilà, donc je trouve que le contraste il est vraiment saisissant, et en même temps, peut-être qu'on devine que Kersten va prendre le dessus sur cet homme un peu chétif, en fait, même s'il est dangereux. Je trouvais que c'était le bon démarrage du livre, en fait. Ouais, c'est vrai, on ressent bien ça, que Kersten, en lui, il est apaisé et il a une force tranquille, comme ça, alors que l'autre est à plein de tics, nerveux, etc. Alors, on peut penser qu'il y en a un qui a une bonne conscience, c'est Kersten, et l'autre, il est peut-être travaillé par travaillé très dans son inconscient, peut-être par des sentiments de faute, de culpabilité, mais voilà. Tout à fait. On l'espère. Voilà, parce que ça reste quand même un être humain, donc on espère qu'au moins il avait des doutes sur ce qu'il faisait, mais voilà. Oui, qui est peut-être tiraillé, en fait, ça expliquerait peut-être ses douleurs en même temps, voilà. Parce qu'on dit que le ventre, c'est le deuxième cerveau, en fait, pas le troisième, mais le deuxième. Voilà. Et il a toujours des douleurs d'estomac et de ventre, et au final, peut-être qu'il est tiraillé, en fait, entre le bien et ce qu'il fait. Oui, parce que c'est vrai que... Avec l'appui de Hitler, en fait. Voilà, ouais, voilà. Odile, page 64. Donc, Félix Kersten s'enfonça bien à l'aise dans un fauteuil qui gémit sous son poids et tendit ses mains vers le torse de Himmler, nu et chétif. 20 ans plus tôt, à Helsinki, le médecin-chef de l'hôpital militaire avait dit que ses mains étaient bonnes. En fait, leur force, leur densité, leur pouvoir avaient imposé à Kersten le choix de sa profession, le sens de sa vie. Elles étaient larges, massives, charnues, chaleureuses. Chacun des doigts portait sous l'ongle bref, coupé ras, un renflement plus développé, plus riche et pulpeux qu'on ne voit à l'ordinaire. C'était une sorte de petite antenne, douée d'une acuité, d'une sensibilité extrême. Les doigts glissaient contre la police. Leur bout effleurait tour à tour la gorge, la poitrine, le cœur, l'estomac de Himmler. Leur attouchement était d'abord léger, à peine perceptible. Puis, à certains endroits, les antennes commencèrent à s'arrêter, s'apesantir, s'informer, écouter. Un don original, fortifié par un long et tenace entraînement, les avait munis d'une clairvoyance inconnue au commun des hommes. Et cela même ne suffisait point. Pour que l'art acquis par Kersten auprès du docteur Coe eût son pouvoir entier et véritable, pour que la pulpe des dernières phalanges devint susceptible d'apprendre aux médecins que tel tissu intérieur s'était dangereusement épaissi ou amenuisé, et que tel groupe nerveux se trouvait dans un état de faiblesse ou d'usure grave, il fallait une concentration spirituelle absolue qui laissa au champ de la conscience et de la sensibilité un objet unique et un seul truchement. Il fallait ne plus rien voir ni entendre, il fallait que l'odorat également cessât de servir.
Pour accéder à cet état, Kersten n'avait besoin d'aucun effort, et qu'il s'agit de Himmler n'affectait en rien cette aisance. 3 années d'exercice et d'initiation lamaïque, 15 années de pratique entretenues chaque jour et chaque heure du jour lui permettaient d'atteindre immédiatement le degré de concentration nécessaire. Merci Odile pour ta lecture. Alors je voulais te demander par rapport au passage que tu as choisi, est-ce que c'est quoi qui t'a plu dedans ? C'était parce que il explique comment uniquement grâce à ses mains il arrive à dominer Himmler. C'est ça qui m'a surprise tout au long de ce livre. La domination d'un homme tout-puissant, enfin qui se croit tout-puissant. Oui, c'est vrai, je trouve que ce qui est bien rendu par Kessel, il aurait pu simplement nous dire que Kersten avait un certain pouvoir dans les mains, un pouvoir formidable, mais il va plus loin, il arrive à nous le faire ressentir carrément, je trouve, en parlant de la pulpe de ses doigts, d'une sorte d'énergie qui les traverse. Il en parle presque pendant des pages, et à la fin on a l'impression de sentir, de comprendre ce que peut être cette énergie et l'influence qu'elle peut avoir pour guérir, et donc sur quelqu'un de malade comme l'était Himmler, le pouvoir que finalement au final elles auront sur lui pour le quelque part, je vais faire un mauvais jeu de mots, mais pour le manipuler finalement. Laetitia. Je vais essayer d'éclaircir ma voix, ce serait de Alors, la page 270. Himmler, depuis que les mains de Kersten le délivraient de ses souffrances, avait des accès de gourmandise. La charcuterie était son faible. Il coupa donc, avec son poignard de général SS, une tranche de jambon et la mangea. La chair était tendre, riche, savoureuse à souhait, et juste assez salée pour donner envie de continuer. Bref, telle que Kersten l'aimait lui-même. Himmler prit une autre tranche et dit « Cela passe tout seul tant c'est bon. » Il coupa un 3e morceau. Et, tout en le savourant, demanda « Comment avez-vous fait, cher monsieur Kersten, pour réunir tous les tickets de ravitaillement nécessaires à l'achat d'un aussi gras et beau jambon ?»« Je n'ai aucun ticket, dit le docteur. » Himmler, qui avait encore la bouche pleine, dit « Je ne comprends pas, mais alors ?»« Ce jambon vient d'un cochon qui a été tué dans mon domaine, répondit Kersten, comme s'il s'agissait de la chose la plus naturelle du monde. Himmler se dressa, tel un automate, porta un regard épouvanté sur Kersten, puis sur le reste de la tranche qu'il tenait encore, puis sur Kersten, et il dit dans un chuchotement « Abattage clandestin ? Savez-vous, malheureux, quelle est la peine pour l'abattage clandestin ? » « Je sais, dit Kersten, la potence. »« Mais alors, murmura Himmler. Le docteur montra le morceau de jambon, sur lequel étaient crispés les doigts du Reichsführer, et dit paisiblement « La loi est formelle. Doit être également pendu celui qui a profité de l'abattage clandestin. »« C'est vrai, grand Dieu, c'est vrai, dit Himmler. » Il jeta brusquement dans une corbeille à papier la preuve de son crime, s'essuya les doigts avec son mouchoir et répéta « C'est épouvantable, épouvantable. » Puis, la tête entre ses mains, il se mit à marcher fiévreusement à travers son bureau. Kersten, tout en gardant sur ses traits le plus grand sérieux, l'observait et s'amusait beaucoup. Il connaissait la puissance sur Himmler d'un formalisme étroit, fanatique, poussé jusqu'à l'absurdité. Et il savait que cet homme, dont les fonctions l'élevaient au-dessus de toutes les lois, s'estimait en cet instant coupable de fautes majeures et passible de la peine de mort. Chacun a sa forme de conscience, pensait le docteur, tandis que Himmler continuait d'arpenter la pièce. Enfin, le Reichsführer s'arrêta, gémit. « Épouvantable, que faire ? Je vois un moyen d'arranger les choses, dit alors Kersten. « Lequel ? Cria Himmler. « Accepter enfin d'accorder à mon domaine le privilège de l'extraterritorialité. Alors, l'abattage des cochons deviendra légal. »« C'est impossible, cria Himmler. Je vous l'ai répété 10 fois. Ribbentrop ne voudra jamais. »« Dans ce cas, dit Kersten, il faut nous résigner tous deux à être pendus. C'est la loi, n'est-il pas vrai ? Êtes-vous chargé de l'appliquer ? » Himmler baissa la tête. Ainsi, reprit Kersten, il n'y a qu'une alternative, l'extraterritorialité ou la potence. 2 jours plus tard, Himmler remit à Kersten un document officiel signé par lui-même et par le ministre des Affaires étrangères du Troisième Reich. Il accordait à Hartwald le statut qui désormais rendait le domaine inviolable. Alors, moi j'ai une question qui me vient, Laetitia. Pourquoi tu as choisi ce passage, on va dire, c'est presque comique ce qui se passe. Enfin, ça reste toujours un drame, mais là c'est un épisode un peu comique où Himmler est pris à son propre piège.
Est-ce que c'est peut-être parce que ça montre que le personnage est complètement dérisoire, ridicule? Alors ouais, en fait, c'est vraiment mon moment préféré du livre parce que c'est là où on se rend compte que, avec l'intelligence du docteur, il a compris comment il pouvait le piéger entre guillemets. Et en fait, oui, je trouve ça drôle dans le sens où, lui qui tient tellement à être irréprochable, au final devient lui coupable. Et pour le coup, je trouve ça plutôt plaisant et rigolo. C'est vraiment ma meilleure partie du livre, c'est le moment où j'ai trouvé ça le plus marrant, quoi. Audrey, je lirai la page 341. Sur ces entrefaites, le docteur reçut un coup accablant. Il apprit de source sûre que Wenzel avait été pendu. Wenzel, pour qui tant de fois et avec tant de chaleur Kersten était intervenu auprès de Himmler. Karl Wenzel, son vieil et cher ami, dont Himmler avait juré au docteur, la veille même de son départ pour Stockholm, qu'il aurait la vie sauve. À peine eut-il compris cela que, sans réfléchir, sans se faire annoncer, sans même avertir Brandt, le docteur courut chez Himmler, aussi vite que lui permettait sa corpulence. Il poussa brutalement la porte du Reichsführer et apparut devant lui, grand, massif, les poings serrés, le sang aux joues, et il cria « Alors, vous avez fait pendre Wenzel? C'est ça votre parole? C'est ça votre honneur? Et vous avez osé me donner votre main comme gage de votre serment? Comme gage de la promesse, de la foi d'un grand chef germanique ?» Kersten s'arrêta, grondant, étouffant, de chagrin, de colère et de mépris. Pour une fois, dans son attitude envers Himmler, il n'y avait eu aucune manœuvre, aucun calcul. Il s'était abandonné à la force aveugle de ses sentiments. Cela porta davantage que le plus habile stratagème. Pris en flagrant délit de mensonge, de déshonneur, devant le seul homme sur terre par lequel il voulait et croyait être aimé, admiré, le Reichsführer, qui rêvait d'émuler Henri Loiseleur, se décomposa de chagrin et de honte. Ses épaules s'affaissèrent, son nez s'amincit, ses lèvres commencèrent à trembler. Tout son visage eut l'expression d'un enfant laid et sournois, obligé de reconnaître sa faute et qui craint d'être fouetté. Il gémit d'une voix pleurnicharde. « Croyez-moi, oh, croyez-moi, je n'y pouvais rien. Hitler le désirait à tout prix. Il avait fait arrêter Wenzel personnellement, et c'est personnellement qu'il avait donné l'ordre de le pendre. Que pouvais-je faire ? Quand la sentence est prise de cette façon par le Führer lui-même, je dois venir en personne lui annoncer qu'elle est exécutée. Croyez-moi, oh, croyez-moi, si la chose avait été humainement possible, j'aurais laissé Wenzel en vie. Mais là, je vous le jure, c'était au-dessus de mes forces. » Kersten tourna brutalement le dos à Himmler. Les lamentations, les gênements du Reichsführer ne faisaient qu'exaspérer sa rage. La portait à un point où elle pouvait lui faire accomplir un mouvement irréparable. « Non, non, ne partez pas » cria Himmler. « Écoutez-moi, écoutez-moi » Kersten claqua la porte derrière lui. Comme il quittait le wagon-salon, il rencontra Brandt. Elle lui confia sa peine et sa fureur. Mais Brandt, en qui le docteur avait toute confiance, lui confirma la vérité des propos de Himmler et l'impuissance absolue où s'était trouvé celui-ci de désobéir à son maître. « N'oubliez pas, ajouta Brandt, Wenzel faisait partie du complot contre la vie de Hitler ou, tout au moins, que Hitler l'a cru. Il s'agissait pour lui d'assouvir une vengeance personnelle. Dès lors, la volonté, le pouvoir de Himmler ne comptaient plus. Kersten se taisait. « Allons, docteur, reprit Brandt, avec un triste demi-sourire. Allons, vous êtes assez au courant des choses dans notre petit cercle pour voir la situation. »« Oui, je vois, dit lentement Kersten. Sa colère était tombée. Il ne restait plus en lui qu'une grande tristesse. Mais voici que, peu à peu, du fond de cette tristesse même se leva un espoir singulier. Kersten se souvint du visage défait, honteux, suppliant, larmoyant qui avait donné à Himmler le sentiment de sa faute, la conscience d'avoir failli à son honneur de grand chef allemand. Il fallait mettre à profit immédiatement, entièrement, cet état d'infériorité. Il fallait que la mort d'un homme servît à en sauver 10 milliers d'autres. « Merci », dit Kersten à Brandt. Merci Audrey pour ta lecture.
Donc là, tu nous as lu un passage où on voit que Kersten, pour une fois, est complètement énervé par ce qu'a fait Himmler, et où il passe à un stade supérieur je dirais, dans le pouvoir qu'il a sur lui. Il s'aperçoit que même quand il est énervé, Himmler continue à l'épargner, on va dire. Et c'est assez impressionnant de voir que là encore, Kersten va tourner ça à son avantage pour se servir de ce pouvoir qu'il a sur Himmler pour lui en demander encore plus. Ça me faisait penser aussi à ce que tu avais dit la dernière fois. Alors, est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est ta sœur jumelle ? C'est toi. Où tu disais que voilà, tu lisais pas plus que ça avant et que la lecture de ce livre t'avait vraiment donné envie d'en découvrir d'autres. C'est ça ? Alors, la lecture de ce livre et en particulier le fait que ça ressasse un peu la guerre, en fait. Alors, c'est vrai que cet auteur a réussi justement à me tenir en haleine, moi qui pensais que la lecture n'était pas pour moi, parce que justement, moi, quand je voyais 400 pages, je me disais c'est impossible, je ne saurais pas lire ça. Et au final, cet auteur m'a tenu en haleine du début jusqu'à la fin, et j'ai envie de vous dire, j'avais même envie que ça continue, parce que du coup, voilà, c'était vraiment quelque chose qui était très intéressant pour moi, en tout cas. Moi qui pensais ne pas du tout être intéressée par cette partie de l'histoire, et ben grâce à ce livre, en fait, ça m'a donné envie d'en découvrir davantage. Je me suis même surpris à chercher des documentaires justement sur la guerre pour voir un peu comment ça s'était passé, parce qu'au final, je me rends compte que nous, on ne sait pas ce que c'est que la guerre. Et ce livre, en fait, m'a plongé vraiment dedans, et je m'imaginais pas à quel point il y avait autant de violence à cette époque-là, en fait. Parce que au final, je me rends compte que pour moi, qui ai 37 ans, le mot guerre, c'est juste un mot. C'est quelque chose que j'ai jamais trop vu, même à la télé, c'est pas quelque chose qui me fait regarder. Frédéric. J'ai peur, dit Schellenberg, qu'Himmler ne finisse par céder, ne revienne sur les promesses qu'il vous a faites. Bormann est l'homme qu'il redoute et jalouse le plus pour sa place privilégiée auprès de Hitler, et pour l'amitié que ce dernier lui montre. Kersten, en écoutant cela, éprouvait un sentiment d'irréalité. Parmi les cendres et les ruines, et alors que les minutes de leur pouvoir, et probablement de leur vie, étaient déjà comptées, les grands dignitaires du régime continuaient le jeu de leur intrigue. Ambition, jalousie, rivalité, comme au temps où ils avaient été les maîtres de l'Europe et menacé de servage l'univers. Tous, Göring, Goebbels, Ribbentrop, Bormann, Himmler, ils poursuivaient autour du roi des fous leur ronde insensée. Mais ils pouvaient encore, dans cette ronde, faire périr des milliers de malheureux. Schellenberg, par son emploi, avait les moyens de suivre dans chacun de leurs pas et mouvements les protagonistes de danses macabres. On devait prendre au sérieux ses inquiétudes. Le travail de Kersten auprès de Himmler n'était pas achevé. Le convoi de grâce n'avait toujours pas franchi la frontière allemande. Les camps de concentration pouvaient toujours sauter avec tous leurs captifs. Le docteur et Schellenberg examinèrent un à un les éléments de la situation. Schellenberg dit enfin « L'essentiel est que vous ameniez Himmler à confirmer devant moi les promesses qu'il vous a faites. Alors même si après votre départ, il revient sur sa parole et donne les ordres d'extermination, Brand et moi, nous prendrons les mesures nécessaires pour que ces ordres ne soient pas transmis. » Le chef du contre-espionnage eut un sourire sans joie pour ajouter « L'état où sont nos communications sera une excuse suffisante. » À 9h du matin, Kersten présenta Schellenberg à Norbert Mazur. Le délégué juif exposa au général SS ce qu'il désirait obtenir. Schellenberg lui promit de l'appuyer complètement auprès d'Himmler. Il devait revenir avec lui à Harzwalde dans la nuit. Le Reichsführer ne pouvait pas se libérer plus tôt. Il est retenu par l'anniversaire de Hitler et doit assister au charmant petit dîner de famille, ajouta Schellenberg avec sarcasme. Il reprit la route de Berlin, laissant Kersten et Mazur imaginer la célébration au fond de la brise fatidique. Dernier rite insensé, dernière messe noire.
Merci Frédéric pour ta lecture. C'est une période qui t'intéresse particulièrement, la guerre. Oui. Mais alors, pourquoi Parce que j'avais mon grand-père qui a été déporté, j'ai mon autre grand-père qui a été obligé de travailler pour les Allemands, étant donné qu'il était maréchal ferrant, donc il l'avait réquisitionné. Et il leur a fait toutes les petites cochonneries qu'il a pu leur faire en douce. Mais voilà, quoi. Et il les aimait pas de trop. Donc, de les entendre raconter, ça m'a plu. Puis alors, mon père a fait 4 ans de guerre aussi, dans un bateau. Donc, voilà. Quand je les entendais tous les trois se raconter les histoires, ça me donnait envie, quoi. De savoir, pas de participer. Voilà. Donc, ça a été une période pour mon arrière-grand-père et mon grand-père difficile. Pierre, page 381. Kersten fit alors entrer Himmler dans la maison et le conduisit jusqu'à la pièce où, seul, attendait Masur. Le docteur fit les présentations. Il dit « Reichsführer Heinrich Himmler, Monsieur Norbert Masur, délégué du Congrès juif mondial. » Les deux hommes s'inclinèrent légèrement. « Bonjour, dit Himmler avec amabilité. Je suis content de votre venue. Je vous remercie, dit Masur d'un ton neutre. Il y eut un silence. Mais il ne fut pas assez prolongé pour établir une gêne, une tension. Schellenberg et Braun revinrent. Elisabeth Lübbe parut avec le thé, le café, les gâteaux que Kersten avait apportés de Suède. Elle installa tout sur la table. Les 5 hommes s'assirent. La familiarité des gestes, l'insignifiance des propos, le tintement des ustensiles, tout banalisait, humanisait la scène. Kersten et Masur se trouvaient face à face. Masur buvait du thé, Himmler du café. Il n'y avait entre eux que des petits pots de beurre, de miel, de confiture, des assiettes qui portaient des tranches de pain bis et des gâteaux. Mais en vérité, 6 millions d'ombres, 6 millions de squelettes séparaient les deux hommes. Masur n'en perdait pas le sentiment un instant. Lui, qui par les organisations auxquelles il appartenait, avait connu et suivi pas à pas le martyre sans égal, sans précédent, des hommes, des femmes, des enfants juifs. À Paris, à Bruxelles, à La Haye, à Oslo, à Copenhague, à Vienne, à Prague, à Budapest, à Sofia, à Belgrade, et Varsovie, et Bucarest, et Athènes, et Vilno, et Reval, et Riga, et dans toutes les cités, tous les villages des pays où ces villes servaient de capitale, puis en Russie blanche, et en Ukraine, en Crimée. Partout, de l'océan polaire jusqu'à la mer Noire, s'étaient déroulées les mêmes étapes du supplice. Étoile jaune, mise hors la loi commune, rafle atroce dans la nuit ou le jour, le vent. Convoi interminable où voyageaient ensemble les vivants et les cadavres. Et les camps, la schlag, la faim, la torture, la chambre à gaz, le four crématoire. Voilà ce que personnifiait et incarnait pour Masur l'homme assis en face de lui. De l'autre côté de la table, aimablement garnie, l'homme chétif, aux yeux gris, sombre, protégé par des verres sur monture d'acier, aux pommettes mongoloïdes, l'homme en grand uniforme de général SS et constellé de décorations dont chacune représentait la récompense d'un crime. Mais lui qui avait imposé impitoyablement le port de l'étoile, donné le signal des rafles, payé les délateurs, bourré les trains maudits, gouverné de haut tous les camps de mort, commandé à tous les tourmenteurs et à tous les bourreaux. Lui, il était parfaitement à l'aise, et même il avait bonne conscience. Oui, Pierre, merci pour ta lecture.
Pareil, question comme j'ai posé à Frédéric. Toi, par rapport à la guerre, tu as des histoires de famille. C'est quoi qui t'a fait aimer ce livre ? Oui, en règle générale, dans la famille, j'ai pas connu grand-chose. J'avais simplement un grand-père qui a fait de la résistance, qui avait quelques faits d'armes dans le maquis, mais qui n'en parlait pas, quoi. Il était très discret sur ce sujet. Par contre, moi, ce qui m'a passionné dans la guerre, surtout, c'était les moyens techniques qu'on a pu mettre en œuvre lors du débarquement. Ce qui avait pu être imaginé en Angleterre et tout ça, pour venir débarquer en France, ça m'avait toujours passionné. Et j'ai fait pas mal de visites de musées en Normandie, et on apprend à travers ça beaucoup de choses, quoi. Donc c'est ce qui me fait m'intéresser à ce genre d'événements, quoi. Alors pour les gens qui ont aimé Joseph Kessel, et par rapport à ce que dit Pierre, il y a un autre roman de Joseph Kessel qui s'appelle Tous n'étaient pas des anges, et où justement il raconte les hauts faits d'armes de Français formés en Angleterre et parachutés derrière les lignes allemandes en Normandie et tout ça. Et c'est un roman vraiment impressionnant. On voit vraiment des gens qui sont prêts à donner leur vie pour la liberté. C'est un très beau roman encore de Joseph Kessel. Tous n'étaient pas des anges. L'épisode que vous avez écouté a été réalisé par des patients et personnels du service de néphrologie du Centre hospitalier régional universitaire de Nancy, ainsi que l'association Lorraine pour le traitement de l'insuffisance rénale, accompagnés par Didier Zanon, Bénédicte Schunman, Alison Lambotin, Nathalie Valéry, Hélène Doboziewicz, Jocelyne Austin, Odile Petitjean et le professeur Frima. Générique prononcé par Kélia Achibégué, finaliste 2020 du concours Si on lisait à voix haute. Enregistrement des ateliers et montage par Benoît Artaud.